l'enregistrement et puis on va démarrer. Donc déjà, moi, la première question que j'ai un peu en introduction, c'est déjà, est-ce que toi, tu es concerné de près ou de loin par la question du handicap ? Est-ce que tu as déjà été confronté à ça de près ou de loin ? Que ce soit dans la sphère professionnelle ou familiale. Dans la sphère amicale, j'ai un ami qui d'ailleurs est DRH, qui est en situation de handicap, qui a été déclaré. D'accord. Mais c'est uniquement dans cette sphère sociale, on va dire. Dans le cadre professionnel, je n'ai jamais eu de cas de un collaborateur, par exemple, ou un collègue. En tout cas, pas à ma connaissance. D'accord. Et du coup, toi, sur le sujet de la désinsertion professionnelle, tu avais déjà entendu parler de ça ? Tu connaissais un peu le sujet ou pas du tout ? Assez peu. Assez peu parce que moi, ce que je connais du sujet handicap, c'est le fait que l'entreprise a une obligation plutôt d'intégrer, d'accueillir, d'employer des personnes en situation de handicap. Que du coup, ça pousse un peu les RH à réfléchir justement sur quel type de poste ils pourront le mieux s'adapter et on pourra au mieux utiliser leurs compétences. Donc tu vois plutôt cette phase amont. En revanche, la phase de la désinsertion et du reclassement, je la maîtrise assez peu. D'accord. C'est moins dans mon scope, dans mon périmètre. Je vais peut-être te laisser juste dire un petit peu toi ce que tu fais, c'est quoi ton rôle finalement au sein du groupe, nous expliquer un petit peu. Ok. Alors moi je suis en charge du sujet du développement RH et de la formation. L'idée étant du coup d'accompagner les collaborateurs du groupe dans leur développement tout au long de leur carrière dans le groupe. Donc finalement je m'occupe des salariés à partir du moment où ils sont là, au moment où ils arrivent, du jour 1 on va dire, jusqu'au moment où leur souhait professionnel s'oriente vers l'extérieur, ou en tout cas leur chemin s'arrête, on va dire, au sein de l'entreprise. Donc l'idée, c'est effectivement proposer des parcours de formation, travailler sur la stratégie et les budgets formation, mais aussi essayer de travailler des parcours plus individuels de développement pour permettre la mobilité. Donc moi, je ne vais pas être celle qui met en place la mobilité de manière opérationnelle, qui fait le contrat, etc., mais je vais être celle qui prépare, qui anticipe plutôt la mobilité en essayant de préparer les collaborateurs à leur futur poste. Okay. Dans ce qu'on échangeait tout à l'heure justement sur le sujet de la désinsertion, ce que j'ai pu te donner un petit peu comme information, est-ce que toi tu as des idées ou des choses, peut-être tu n'as pas assez de recul, mais est-ce que par rapport même à tes anciennes expériences, tu identifies des options possibles pour identifier notamment des salariés à risque ? Oui, alors... Identifier les salariés à risque, très honnêtement, j'ai pas d'idée. Parce que justement, une des choses que j'ai réalisées pendant ma carrière, c'est que souvent les personnes en situation de handicap, on ne le voit pas. Et c'est eux qui décident ou non de le mentionner. Et moi, en l'occurrence, ça m'est arrivé, je crois, une fois qu'un salarié en situation de handicap me le dise, sur le ton un peu de la confidence, etc. Pour les autres, je l'ai su parce que je suis au RH, mais d'eux-mêmes, ils ne le mentionnaient pas. Donc ce que je comprends, c'est qu'en gros, c'est quand même, et pour de bonnes raisons, c'est quand même plutôt le salarié qui va le mentionner ou non. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à me dire comment est-ce qu'on peut anticiper la situation en elle-même. En revanche, là où je vois ce que je pourrais faire peut-être pour faciliter la phase d'après, c'est plutôt une fois qu'on a identifié soit une maladie longue durée, soit effectivement un handicap, une fois qu'on le sait d'une certaine manière, là où moi je peux probablement jouer un rôle, c'est plutôt d'identifier quelles sont les typologies de postes auxquels le salarié qui est concerné pourrait éventuellement répondre, et plutôt l'accompagner sur ce nouveau poste. Donc c'est plutôt se dire, si on se dit que dû à sa situation de handicap, le salarié ne peut plus exercer tel métier, mais que tel métier serait plus approprié, moi je peux travailler entre les deux
en essayant de le préparer pour ensuite avoir les compétences requises. D'accord. Et justement, je posais la question là, qui était plutôt comment et avec quel type d'outils on pourrait mieux suivre les salariés. Ça va plutôt dans ce sens-là, justement. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que toi tu pourrais faire, justement? Alors concrètement, on a dans le groupe des revues de performance qui sont individuelles. C'est-à-dire que c'est un rituel RH qu'on a ici, qui consiste tous les trimestres à passer en revue les salariés de tel département ou de telle entité géographique, on va dire. Et c'est une réunion à laquelle participent les managers, le top management, et les RH, les directeurs RH des différents pôles. Lors de cette réunion, on passe en revue salarié par salarié, à la fois sa performance, on va dire, opérationnelle, mais aussi sa situation personnelle, c'est un grand mot, mais sa situation, on va dire, ses souhaits de mobilité, par exemple, ses souhaits de développement, ses contraintes, par exemple, personnelles, sa situation de santé, si on la connaît, et qu'elle a une incidence sur le métier qu'il exerce, etc. Et typiquement, ce genre de réunion, à quoi est-ce qu'elle sert ? Elle sert justement à anticiper sur les mouvements futurs et les plans de formation ou de développement qu'on pourrait mettre en place. Donc typiquement, très concrètement, lors de ce type de réunion, je pourrais très bien, parce qu'on a des codes couleurs, et on a un code couleur qui est celui de la mobilité prochaine, on pourrait très bien se dire, du moment qu'on est informé de la situation du salarié, ah bah tiens, bim, je mets une couleur spéciale, en disant, bah tiens, j'en sais rien, en rouge, j'ai un salarié qui va, à un moment ou à un autre, devoir, pour des raisons de santé, évoluer, et donc travailler à ce moment-là sur qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer d'autre et comment est-ce qu'on l'accompagne. D'accord. Et dans cette démarche-là, selon toi, par rapport à ton expérience, quand une fois, par exemple, que tu sais que voilà, on sait qu'on a identifié telle ou telle personne qui est en difficulté, dans quelle mesure et dans quelles conditions on peut anticiper une adaptation de poste pour quelqu'un qui justement a été identifié? C'est-à-dire comment on ferait ? Comment est-ce que dans quelle mesure tu peux et quelles seraient les conditions finalement pour pouvoir adapter de manière anticipée par exemple un poste de travail de ton point de vue à toi? Si je suis face à cette situation, très concrètement, je vais faire ce que je fais avec tout autre salarié du groupe, parce que ça marche bien. Je vais faire ce qu'on appelle un gap analysis, donc une analyse des écarts entre le poste qui est occupé actuellement par mon collaborateur, enfin par le salarié en question, et le poste qu'il pourrait occuper. Donc je pense qu'il va falloir deux choses. La première chose qui sera entre les mains, j'ai presque envie de dire plutôt de la RH opérationnelle, qui est d'identifier les postes sur lesquels, d'un point de vue santé, le salarié peut correspondre. Et moi, une fois que j'ai ça, je fais ce fameux gap analysis, donc cette fameuse analyse des écarts, pour dire voilà les compétences qui sont requises sur ce nouveau poste, voilà les compétences que mon salarié a, voilà les compétences qu'il n'a pas aujourd'hui, et du coup le former et l'accompagner pour justement remplir le gap, donc pour combler l'écart. D'accord. Et à ton sens, dans quelle mesure on peut aider un salarié qui arrive justement à faire une mobilité? Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme condition et qu'est-ce qui peut être mis en place? Mais en fait, pour moi, la condition, en fait, la condition d'une certaine manière, c'est un petit peu la même que celle pour les autres salariés. C'est de se dire que ça va aussi pas mal dépendre de ses compétences et de sa performance. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, parce que c'est une personne qui est en situation de handicap ou qui est face à un problème de santé, l'entreprise est effectivement en devoir de réfléchir, de se poser la question pour lui de qu'est-ce qu'on lui propose en fait. Comme tout salarié qui nous dirait par exemple je dois déménager dans une autre ville, qu'est-ce que nous on peut faire pour... Voilà, pour moi l'obligation qu'on a, c'est de se poser cette question et de réfléchir ensemble. Après, la condition, c'est que malgré tout, ce qui va rendre, à mon avis, le cas plus ou moins favorable,
c'est le niveau de compétence et de performance du salarié. Si c'est un salarié qui est performant et compétent, on va d'autant plus ouvrir le champ des possibles et on va d'autant plus trouver des solutions facilement, entre guillemets. D'accord. Et ça vaut pour tous les salariés du groupe, handicap ou pas. C'est de se dire, plus évidemment le salarié il a fait ses preuves, démontré la performance, démontré une motivation, développé une envie de rester dans le groupe, un potentiel, etc. Plus évidemment les conditions elles seront favorables. D'accord. Et justement, qu'est-ce que toi tu mets derrière le mot compétence? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot performance finalement? C'est une très bonne question. Ce que je mets derrière le mot compétence, c'est très factuel, c'est du savoir-faire. C'est par exemple la maîtrise d'une langue, la maîtrise d'une compétence informatique, Office, la maîtrise d'un logiciel X ou Y. Donc voilà, première chose, le savoir-faire un peu technique. Ensuite, c'est le savoir-être, avec tout ce qu'il peut y avoir d'un bon relationnel par exemple, l'esprit d'équipe, l'entrepreneuriat, etc. Ça pour moi c'est plutôt je le mets ça plutôt du côté des compétences. Et pour moi la performance ça consiste à matcher les compétences, donc le savoir-faire, le savoir-être, avec le poste. D'accord. Parce que si par exemple j'ai un salarié qui parle très bien allemand mais j'en ai pas besoin dans le poste qu'il occupe aujourd'hui, je peux pas dire qu'il performe en allemand. Parce que finalement, c'est une compétence qu'il a, mais dont j'ai pas besoin. Donc pour moi, la performance, c'est le matching, c'est le moment où viennent se rencontrer la compétence de mon salarié et ce que son poste aujourd'hui requiert. D'accord. Et donc la performance, c'est plutôt le fait que les compétences du salarié vont venir permettre au job d'être bien ou très bien fait. D'accord. Et justement, là, on sait que la plupart des postes, on va attendre de quelqu'un qui soit quand même disponible à temps plein. Pour des personnes ou des salariés qui sont en situation de handicap, ils peuvent être notamment confrontés au fait que ils vont pouvoir être disponibles ou disposés à travailler que sur du temps partiel, ou parfois il va y avoir des fluctuations. Ouais. Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu penses que ça, on peut le matcher et on peut arriver à le mettre en œuvre avec cette condition justement de compétence et de performance? Alors, pour moi, la question du temps plein, temps partiel, elle est... pour moi, c'est pas un point bloquant. Parce que je le vois aujourd'hui très concrètement dans mes équipes. Alors après, c'est assez culturel. Mais dans les équipes que j'encadre, par exemple, dans des pays européens proches, c'est très, très courant d'être à temps partiel. Donc j'ai énormément de mes salariés, y compris des managers d'équipe, qui sont au 3/5e ou au 4/5e. D'accord. Et c'est culturel d'une certaine manière. Et j'ai envie de dire, si les compétences et la performance sont là, je ne vois aucun inconvénient à permettre ce genre de choses. Donc là aussi, j'ai envie de dire, ça va dépendre après du niveau effectivement de compétence et de performance du salarié en question. Et c'est un peu pareil. Pour moi, je ne fais pas de différence entre, à la limite, un salarié qui va me dire j'ai envie pour des raisons personnelles de travailler au 4/5e parce que j'ai un petit bébé, ou parce que j'ai une maison à construire, ou parce que je suis en situation de handicap. Je mélange un peu tout, j'en suis consciente, mais volontairement. Parce que pour moi, finalement, c'est presque secondaire. Si le boulot est bien fait, si le travail est bien fait, j'ouvrirai toutes les portes. C'est pas un sujet pour moi qui est un frein. Aujourd'hui, au sein du groupe, et même par rapport aux expériences que tu as pu avoir par le passé, selon toi, comment pourrait se former une personne qui est en situation de handicap sur les métiers du groupe aujourd'hui? Quelles seraient les options internes, externes, et comment est-ce que vous pourrez, comment est-ce que aujourd'hui le groupe, ton service pourrait s'investir dans ces différentes options? Les modalités pédagogiques seraient les mêmes pour
un salarié en situation de handicap ou un autre. C'est-à-dire qu'on propose du présentiel, on propose du e-learning, on propose du coaching, on propose des choses comme ça. Après, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans une démarche à la demande. C'est-à-dire qu'on part plutôt du principe que c'est le salarié qui doit faire la demande d'une formation pour que nous, on traite son cas. D'accord. Donc j'imagine que ce qui pourrait être fait différemment, c'est que si moi, par exemple, j'ai connaissance, par exemple, lors de mes revues trimestrielles individuelles, si je prends connaissance d'un salarié qui est en situation de handicap et qui a particulièrement besoin là d'être accompagné, à un temps donné, par exemple, j'imagine que mon travail pourrait être plus proactif. C'est-à-dire que ça pourrait être, si moi, on porte ça à ma connaissance, ça pourrait être moi qui viens à lui en lui disant « j'ai pris connaissance de ce sujet, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble dessus ? Est-ce que je peux t'accompagner ?» Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout aux salariés, je pense, dans ce cas-là, de lever le doigt. Parce que on sait aussi que c'est un sujet qui est délicat et qu'il faut quand même que le salarié ait donné son accord pour que moi j'ai l'information. Je vais pas, moi, avec mes gros sabots, taper à la porte, il paraît que tu es en situation de handicap. Ce serait pas comme ça, il faudrait être... voilà. Ouais, il faut trouver la forme après. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du groupe, il serait possible, par exemple, de favoriser de la VAE, d'accompagner les salariés justement dans ce sens-là, si toutefois ils en ont le désir bien sûr. Et comment est-ce que ça pourrait être mis en place et quelles seraient les conditions pour que ça puisse être mis en place ? Pour moi, tout se joue au départ. C'est-à-dire que le mettre en place, on sait le faire. On sait mettre en place une VAE, on sait mettre en place toute modalité de formation X ou Y. Et à partir du moment où on a identifié un salarié et qu'on sait sur quelles compétences l'accompagner, ou vers quel je sais pas, vers quel diplôme, certificat on a envie de l'accompagner, on sait le faire. Donc pour moi, le point crucial, il est celui du démarrage. C'est-à-dire effectivement, communiquer auprès des salariés que c'est quelque chose qu'on peut faire et que s'ils souhaitent qu'on les accompagne, on pourra le faire. D'accord. Mais ensuite, les conditions de mise en place de parcours type VAE ou même dans le cadre du CPF, de la professionnalisation, de tout ce qu'on veut, ça, on sait le faire et on pourrait le faire sur les mêmes conditions que n'importe quel autre salarié, je dirais. D'accord. Et en termes de financement aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai un salarié qui dit voilà, moi j'ai envie de faire une VAE, une X ou Y formation. Aujourd'hui, l'entreprise, comment est-ce qu'elle finance ? Qu'est-ce qu'elle met en place ? Comment ça se passe en fait ? Alors en termes de budget et de financement, on a évidemment le versement obligatoire des 1%, puisqu'on parle là d'un groupe qui a plus de 300 salariés, donc on verse 1% de notre masse salariale aux AGFOS en l'occurrence, donc à notre cas. L'investissement formation du groupe, il va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà des 1%, quelles que soient les entités du groupe, on verse toujours à minima le double sur du plan de formation. Ce qui veut dire qu'on a une enveloppe relativement conséquente qui nous permet de former. Si je vois sur l'ensemble des salariés du groupe, je pense qu'on arrive à former, alors on ne forme pas tout le monde tous les ans, mais tout ce qui est défini comme priorité numéro 1, on arrive à l'absorber. Donc là aussi, je reviens un peu le point de départ qui est de se dire, au démarrage, si on part du principe que le salarié, par exemple en situation de handicap, il est considéré comme priorité 1 parce qu'on a une obligation de l'accompagner, alors le budget, on peut le trouver facilement. D'accord. En revanche, encore une fois, c'est l'identifier au début, et donc que soit lui lève le doigt, que soit on porte à ma connaissance à un moment, de manière assez transparente, le fait qu'il faut l'accompagner. D'accord. J'insiste un peu sur le côté, encore faut-il que l'information me soit remontée. Oui. Parce que il me semble en tout cas que dans le rôle que j'occupe moi dans l'entreprise, c'est là que ça se joue en fait. Parce que, encore une fois, et c'est d'ailleurs la première question que tu m'as posée, finalement, est-ce que je suis face à cette situation dans le cadre professionnel ? Ma réponse très, très transparente, elle est non. Je le connais dans le cadre personnel, mais dans le cadre professionnel,
jamais finalement un salarié est venu me voir en me disant je suis dans cette situation, j'ai bien qu'on m'accompagne. Donc c'est là à mon avis que Mais du coup, est-ce que tu penses pas que dans ces conditions-là, il pourrait y avoir aussi la mise en place à un moment donné d'une communication qui favoriserait justement de prévenir et de dire aux gens... Complètement. On peut faire quelque chose. Est-ce que, voilà, si vous êtes intéressé, venez me voir. Je suis complètement d'accord. Parce que pour moi, c'est à ce moment-là que ça se joue, en fait. Parce que sinon, il y aura toujours cette petite... soit cet inconnu... Enfin, en fait, il y aura toujours cet inconnu, entre guillemets, qui quand même, à la base, est là pour de bonnes raisons. Hein, qui est de se dire, ça reste un sujet qui est pas complètement communiqué ouvertement dès le démarrage, quoi. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est une histoire de communication. Absolument. D'accord. Bon, je sais que toi, t'es là depuis peu de temps, mais je te pose quand même la question. Ouais. Toi, de la connaissance que tu as des métiers du groupe, est-ce que tu as pu identifier comment est-ce qu'une personne peut passer d'un métier à un autre, ou du moins quelles sont les passerelles existantes entre les différents métiers du groupe, que ce soit sur site ou vers le siège. Est-ce que tu identifies des passerelles? Est-ce que tu as pu... Alors, des passerelles, de manière générale, est-ce que ta question, c'est à quel point est-ce que la mobilité interne est possible? Oui, voilà, c'est ça, un peu. À quel point est-ce que la mobilité interne est possible et sur quel parcours, finalement? Oui, d'accord. Alors là, on est en dehors de la situation précise du handicap, c'est ça? Oui, voilà, de manière générale. De manière générale, j'ai vu beaucoup de cas de mobilité, notamment chez Center Parcs. Alors, notamment au sein des... C'est pas grave, de toute façon, ça, après, je dirais que c'est une des filiales du groupe. Donc, notamment dans une des filiales du groupe, qui effectivement a des sites en région. Et sur les sites en région, j'ai observé plusieurs cas de carrières longues au sein de l'enseigne, et des carrières qui sont... soit, alors la plupart du temps, je parle d'évolution hiérarchique, c'est-à-dire de personnes qui ont commencé par exemple à temps partiel, en stage, ou voilà, petit boulot étudiant, des choses comme ça, et qui aujourd'hui sont devenus managers ou même carrément directeurs de site. On a même des cas de patrons de filiales qui ont démarré vraiment au poste, on va dire, le démarrage classique de voilà, le contrat étudiant, pas de l'échelle, quoi, entre guillemets. Donc je sais que c'est des choses qui sont pas possibles. Je sais aussi que jusqu'à présent, ça a beaucoup été fait sur la base d'opportunités. Donc ça a plutôt été, je pense, tiens, il y a un poste qui s'ouvre, qui lève le doigt, est-ce que quelqu'un est preneur? Ah bah tiens, j'ai pensé à toi. Donc plutôt des opportunités qui se créent, et bim, on a un quick win, on a un matching qui se fait comme ça. Là où je pense qu'on a un gros travail à faire, et c'est mon rôle, c'est justement d'anticiper. Et de se dire, on va inverser la tendance, enfin on va pas inverser la tendance, on va travailler aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire plus se focaliser sur qui sont mes salariés et comment est-ce que je peux préparer leur développement et leur évolution au sein du groupe. Et c'est un peu tout l'enjeu que j'ai avec ces fameux rendez-vous trimestriels qui servent justement à anticiper ça. Et à se dire, bah tiens, lui, dans 2 ans, je pense qu'il peut être à tel poste, comment je l'accompagne et comment est-ce que je fais en sorte, le jour où ce poste-là s'ouvre, que ce soit lui qui soit mis en avant et pas le premier qui criera. Donc là, il y a un enjeu très fort qui est de se dire, on a des opportunités, ce qui est déjà très bien, et c'est déjà très bien de pouvoir les combler en interne, dans la mesure du possible. Maintenant, on a une deuxième chose à faire en parallèle, qui est de se dire, je mets plus le focus sur les salariés en eux-mêmes, et sur du coup, éventuellement, les plans de développement potentiels que je peux leur proposer. D'accord. Okay. Et du coup, typiquement, ces plans de développement-là, vous, quand vous faites ce travail-là, vous le faites sur quel... du moins, en tout cas, est-ce que c'est organisé en fonction des différents métiers? Comment ça se passe, justement Ces revues trimestrielles alors, c'est organisé par entité et par département. D'accord. Donc, sur un site en région, c'est le site entier, par exemple, qui va être passé en revue, entre guillemets.
Donc on commencera par exemple, les directeurs managers, et ensuite il y aura la même revue pour tous les chefs de service et les employés. D'accord. Donc chacun des sites va être revu comme ça à tous les niveaux, tous les échelles hiérarchiques, on va dire. Et côté siège, on va le faire département par département. D'accord. Avec vraiment le souhait de ne pas se focaliser exclusivement sur les talents et les non-talents, mais aussi sur justement le reste. C'est-à-dire ceux qui ne ressortent pas comme étant soit au top de la performance, soit au contraire en bas de la performance. En essayant justement de travailler entre les deux, parce que c'est eux, justement, qui sortent pas du lot et qu'il faut absolument accompagner. Parce que c'est sur cette grande masse, finalement, qui est la plus volumineuse, qu'aujourd'hui, on ne met pas assez l'accent. Et justement, dans cette démarche-là, moi, on est dans l'échange, hein, je glisse un peu ça, mais effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à soit focaliser sur les talents, ceux qu'on sait qu'ils vont pouvoir évoluer, et dans cette démarche-là, de se dire, si on commence un peu à se focaliser sur cette idée de masse, finalement, de personnes qu'on ne calcule pas, entre guillemets, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, justement, dans cette démarche de prévention, à commencer à identifier aussi la problématique des métiers à risque, et justement sur comment est-ce que les personnes qui sont sur des métiers à risque, on peut leur permettre d'évoluer pour préserver justement leur santé. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut pas être justement une chose à amener dans cette démarche-là? Et comment est-ce que tu penses que ça peut être réalisable, ça? Qu'est-ce que tu entends par métier à risque? Alors, je parle des métiers typiquement de ménage, technique, où les personnes sont très sollicitées physiquement, et où forcément, au fur et à mesure du temps... qui est en risque de disparaître. Pas le tu veux dire les métiers pénibles. Mais les métiers où il y a une pénibilité, et où justement, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont sur ces métiers-là? En fait, non mais c'est une question qui est très intéressante parce que effectivement, au sein du groupe, on en a pas mal, je pense, des métiers soit pénibles, soit à risque d'accident, effectivement. Et pour moi, ce qui peut être intéressant, c'est de voir le corps de métier au sens large. Parce qu'en réalité, si je prends par exemple un métier de maintenance technique, un métier de maintenance technique, c'est un métier, si je prends l'employé technique d'un site, c'est un métier à risque parce qu'il monte sur un escabeau, il va toucher à des circuits électriques, il va réparer de la plomberie, etc. Donc clairement, il peut se blesser à tout moment, il peut mettre en danger, on va dire, sa santé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de ce métier-là, il y a pas mal de passerelles qu'on pourrait imaginer sur des métiers liés à la maintenance, mais au siège, par exemple, où ça va plus être travailler sur, j'en sais rien, les plans de maintenance, les partenariats avec des organismes extérieurs, coordonner au niveau national, par exemple, les différents sites externes. Je pense qu'effectivement, on pourrait imaginer d'élargir un peu le spectre. Après, pour être tout à fait réaliste et transparente, il y a toujours ce problème de l'étau, du goulot d'étranglement, où on ne pourrait pas un jour mettre, j'en sais rien, les 200 salariés de la technique. Il n'y a pas de la place pour 200 métiers qui soient reliés à ça, c'est-à-dire dans lesquels on puisse utiliser leurs compétences, mais où ils soient moins à risque. Donc bon, ça pourrait se faire, mais là aussi, je pense qu'il y aurait une idée d'identifier qui sont les salariés prioritaires dans ce cas-là pour imaginer des passerelles, quoi. Parce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire de base pour tous. Pour des raisons toutes simples de nombre de places, nombre de postes ouverts, quoi. Bien entendu. Là, c'est l'avant-dernière, on va dire, l'avant-dernière question, oui. Après, non mais à plus long terme, parce que ça c'est assez... on peut imaginer des mobilités comme ça. À plus long terme, il y a quand même le gros volet pour les métiers pénibles ou à risque, on va dire, pour la santé, qui est quand même de bosser énormément sur les formations sécurité, tout ce qui est geste et posture. Et là, par exemple, on est en train de former 200 salariés au geste et posture, parce que malgré tout,
voilà, l'idée, c'est d'essayer de rendre ces métiers-là moins pénibles et moins risqués. Ouais, c'est ça, c'est dans cette idée d'amélioration des conditions de travail. Parce que pour moi, créer des passerelles, oui, mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas très à l'aise sur le fait que ceux qui restent et qui n'ont pas pris la passerelle, ils sont à risque. Donc il faut quand même essayer, si on veut travailler un peu plus long terme, de se dire il faut le métier, en fait, il ne faut pas qu'il soit, faut pas qu'il y ait de danger de mort à tous les quarts d'heure, sinon c'est qu'il y a un problème à la base dans l'énoncé, quoi. D'accord. Ma question suivante, c'était toujours sur cette aide à la mobilité des salariés handicapés, et notamment parce que souvent les salariés en situation de handicap sont les moins qualifiés, souvent les personnes un peu plus âgées aussi. D'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir un programme, quelque chose qui pourrait, par exemple, typiquement les aider ces personnes à être orientées, par exemple, à mieux avoir une connaissance des différents métiers qui pourraient leur permettre de, justement, faire ces passerelles, etc. Dans quelle mesure, aujourd'hui, dans un grand groupe, un projet de ce type peut être mis en place, par exemple? Quelque chose qui pourrait favoriser, finalement, à encourager les gens. On a des passerelles, on a des choses qui sont possibles. Et aujourd'hui, on a envie de donner la possibilité à ceux qui en ont les moyens, l'envie, etc. Et notamment des personnes qui seraient à risque. Dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient être mises en place dans ce sens-là? Et quelles seraient les limites aussi, justement, là-dessus? Moi, l'opportunité que je vois, c'est de se dire, oui, on peut évidemment communiquer sur le fait que des possibilités existent, puisqu'il y en a. Donc finalement, c'est une histoire de communiquer sur le fait que c'est possible et que ça s'accompagne. Et effectivement, communiquer sur le fait que s'il y a un salarié qui se sent concerné, qui est concerné, il a la possibilité de rentrer en communication avec nous, RH, et d'en parler librement, etc. Donc ça, effectivement, ça me paraît être une opportunité réelle. Le risque, ou en tout cas la limite que je vois, c'est que malgré tout, je reviens sur le sujet de la communication qui doit rester, je pense, subtile et ne pas non plus montrer du doigt les salariés concernés. Et quand on parle de programme et de communication, je dis oui, mais pour moi, ça doit se traiter avant tout en individuel. D'accord. Donc à la limite, la part commune et la part collective de la communication, elle peut se faire une fois de temps en temps sur, par exemple dans le cadre d'une journée handicap, où on va parler à la fois sur l'accueil des clients qui sont en situation de handicap sur nos sites, qui vont sensibiliser sur effectivement les métiers à risque. Dans ce cadre-là, mettre un volet RH sur « by the way, si on a des salariés en situation de handicap, sachez que vous pouvez contacter les RH, qu'il y a des passerelles qui sont possibles, qu'il y a des parcours d'accompagnement, qu'il y a des parcours de formation VE, etc. » Ça peut se faire un peu en grosse masse. Pour le reste, je serais assez prudente sur... je serais assez vigilante à ce que ensuite le parcours en lui-même, l'accompagnement en lui-même, il se fasse de manière individuelle, personnalisée et discrète du coup. Mais là, c'est plus parce qu'il me semble que les salariés concernés, voilà, je pense que ça reste un sujet qui est assez personnel au final, et que je suis pas sûre qu'eux aient envie d'être cités comme exemple. Ah bah tiens, regarde, c'est super, elle a fait un passerelle, oui c'est super, mais bon, est-ce qu'elle avait envie que tout le monde le sache? Je ne sais pas. D'accord. Et dans le cas où, par exemple, tu aurais des programmes passerelles qui pourraient être mis en place, de manière concrète, comment ça se matérialiserait? Qui ferait cet accompagnement? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place concrètement? Alors, moi, ce qui est vrai, c'est que je suis plutôt... mon point de vue, et là c'est assez personnel, mon point de vue à moi, c'est que je pense qu'on est plus malin et qu'on est plus fort si on arrive à intégrer ces problématiques-là dans le business courant. Pourquoi ? Parce que je pense que si on dédiait par exemple une personne côté développement RH et formation à ce sujet, c'est dangereux parce que ça montre du doigt quelque chose qui pour moi doit être traité, doit être bien traité, mais doit être traité un peu par tout le monde. Et je pense que si on avait une personne par exemple dédiée dans le service pour ce sujet-là, ça rendrait finalement le sujet presque trop visible et presque trop
finalement c'est plus dangereux. Parce qu'un poste comme celui-là, il peut sauter. Le jour où on coupe des postes pour des raisons budgétaires, par exemple, on pourrait dire, bon, bah allez, finalement, le handicap, allez, ça représente quoi 5% de la population, 5%, ça justifie pas d'avoir un poste à temps plein. Enfin, et donc, je trouve que ce serait plus pertinent de sensibiliser tout le monde et que tous les responsables formation, par exemple, sachent que dans leur plan et dans leur budget de formation, ils doivent intégrer une enveloppe, ils doivent consacrer une partie de leur temps à ça. D'accord. Je pense que c'est beaucoup plus fort et beaucoup moins coupable, inébranlable et beaucoup plus long terme, parce qu'en plus ça sensibilise tout le monde, que de dire je dédie une task force spécifique sur le sujet, parce que ce sera toujours un peu bizarre. C'est comme, à la limite, c'est comme si je prends un autre sujet qui est la RSE ou l'égalité homme-femme. C'est des tas de sujets qui sont hyper importants, hyper politiques, et qui doivent être diffusés partout. À partir du moment où on prend une personne et qu'on dit elle est RSE, son boulot à elle, c'est pas de créer des projets toute seule dans son coin, c'est d'aller diffuser l'information partout et elle est forte si elle arrive à vivre à tous les étages et à tous les niveaux. D'accord. Et du coup, là, dans cette dynamique-là, justement, aujourd'hui, par exemple, je sais pas, vous avez un salarié, qui soit ou pas en situation de handicap, qui veut évoluer vers un autre métier. Comment vous pouvez l'accompagner ? Est-ce que, par exemple, vous allez l'aider pour faire du CV, l'accompagner pour pouvoir au mieux défendre ses compétences dans son parcours de mobilité ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement là-dessus ? Je pense que dans la structure, en tout cas du groupe dans lequel on est là, je pense que là, le point de contact normalement privilégié, c'est celui du RH généraliste. Donc là, comme on est sur un sujet un peu général, justement, de se dire, on ne sait pas exactement s'il a plus besoin de refaire son CV, ou s'il a plus besoin de suivre une formation, ou s'il a plus besoin je pense que son premier point de contact, ce serait le RH généraliste. Ce serait ensuite au RH généraliste de rediriger, comme une espèce de conseiller général d'orientation qui dirait, bon bah, vous, vu votre besoin ou votre cas, votre situation, je vous redirige plutôt soit vers, par exemple, l'équipe recrutement qui pourra vous conseiller par exemple sur le CV, parce que c'est les pros dans le domaine, ou je vais vous orienter plutôt vers l'équipe formation parce que vous avez envie d'évoluer vers tel poste, mais aujourd'hui vous avez ni le diplôme ni les compétences qui le justifient, donc il faut que vous suiviez telle formation. Ou je vais vous orienter vers je réfléchis aux autres métiers qu'on a là. La communication, parce que vous avez un CV qui est pas mal, mais vous savez absolument pas comment le diffuser, comment le mettre en avant. Donc eux, ils vont vous montrer comment créer votre profil LinkedIn, comment refaire votre photo, comment j'en sais rien, au même titre que tout salarié. Mais voilà, je pense qu'ensuite, ils redirigeraient vers le bon service, entre guillemets. Ouais. Pour que la personne puisse être finalement accompagnée sur ces différents voies. Parce que, comme tout autre salarié, je pense que il faut bien... Enfin, l'enjeu, il est de bien définir le besoin, quoi. Et le besoin, il est individuel. C'est pas parce qu'on a une personne en situation de handicap, toutes les personnes en situation de handicap dans le groupe n'ont pas besoin toutes du même parcours et de la même réponse. Donc moi, je dirais, une fois qu'on l'a identifié, j'insiste toujours sur ce côté, une fois qu'on l'a en face de nous, c'est ça pour moi le plus difficile, c'est de l'avoir en face de nous. Une fois qu'il est en face de nous, le reste, c'est chacun dans l'équipe RH a sa compétence et donc chacun va pouvoir l'aider. Mais tout dépend en fait de son besoin, quoi. D'accord. J'avais mis comme question qui était est-ce que la RH par exemple elle serait favorable à ce qu'un manager anime par exemple des ateliers de groupe ? Je pourrais quasiment retourner la question autrement, si on est dans le point de vue plutôt individuel. Est-ce qu'aujourd'hui un groupe comme le groupe Pierre et Vacances pourrait mettre en place un programme mentorat par exemple, où des managers du coup mentoreraient d'autres personnes pour justement être sur cette démarche d'évolution de poste, de carrière. Bien sûr. Et toi, comment est-ce que tu penses que quelque chose comme ça pourrait se mettre en place, ou pourrait être envisageable ? Alors ça existe à l'échelle des sites en région. D'accord. C'est-à-dire que l'échelle des sites en région, ils ont des mentors, ils ont des sponsors et ils ont des co-formateurs, par exemple. Le tuteur, ils ont un tuteur, il y a plein de...
variante. Le tuteur, c'est celui qui travaille sur l'intégration, par exemple. Donc quand je suis intégrée sur mon site, j'ai un tuteur qui va me faire ma formation d'intégration et qui va un peu m'accompagner sur les premiers mois. Ensuite, le mentor, c'est celui qui va suivre un peu mon évolution, ma carrière, etc., qui va me donner des conseils. Et ensuite, il y a évidemment le manager qui est là, et éventuellement, il peut y avoir une sorte de sponsor qui est celui qui va faire le lien avec la RH et dire, bah tiens, lui, je pense qu'il est prêt, il peut évoluer, etc. Donc, c'est des initiatives qui existent, mais comme on est dans un groupe, ça n'existe pas de manière homogénéisée au niveau du groupe, ça existe sur certaines enseignes, dans certains cas un peu définis. Comme quoi, oui, c'est possible. Donc oui, ce serait possible, par exemple, d'étoffer ça et de le rendre un peu plus pérenne. La seule chose qui me paraît importante dans ces cas-là, c'est de bien accompagner le mentor en lui-même. Parce que l'idée, elle est très séduisante. Et sur le papier, on voit très bien à quoi ça sert et on voit très bien en quoi est-ce que pour le salarié, ben voilà, c'est une clé d'entrée qui est intéressante, c'est quelqu'un qui va pouvoir discuter, c'est pas son manager, donc il n'y a pas de peur, etc. Donc, on voit assez bien le truc. Dans la réalité, pour l'avoir expérimenté dans mes entreprises précédentes, parfois le mentor, il confond un peu son rôle de mentor, on va dire, avec un rôle de copain, ou enfin, viens, je t'emmène déjeuner, on va discuter. Donc, et c'est pas si intuitif que ça. D'accord. Donc ce serait la seule chose pour moi qu'il faudrait bien travailler. Ok. Là, je suis à la dernière question du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, la DRH, elle pourrait encourager par exemple la création de postes qui seraient adaptés et qui pourraient justement répondre aux objectifs de productivité de l'entreprise. Ouais. Genre, on peut revenir quasiment sur ce qu'on disait sur la condition à la performance et à la compétence, où finalement on peut avoir des gens qui ne sont pas forcément sur du temps plein. Et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être mis en place aujourd'hui dans un grand groupe comme ici, de se dire est-ce qu'on ne peut pas réfléchir justement à la création de postes ou dans certaines situations à réfléchir à comment est-ce qu'un service peut être réorganisé pour permettre à une personne qui est notamment en situation de handicap, en difficulté et qui pourrait arriver dans un nouveau service parce que il a été il est en reclassement de l'autre côté, il peut plus faire ce métier-là. Comment est-ce qu'on peut l'amener dans un nouveau service et est-ce qu'on peut réfléchir à de la création de postes autour de ça ou comment ça peut se mettre en place? Je réfléchis. Moi, ce qui me paraît réaliste, ce qui me paraît faisable et réaliste, c'est de lister les postes. De lister les postes compatibles. Donc, comme tu l'as mentionné, des postes sur lesquels un temps partiel est faisable, des temps sur lesquels, j'en sais rien, on imagine que par rapport au handicap en question, il y a plus ou moins de pénibilité, enfin il y a moins de pénibilité, etc. etc. Après, là où je suis... Enfin, ça, c'est réaliste. Maintenant, attention, je crois savoir que des formes de handicap, il y en a plein. Ce qui veut dire que des postes potentiels, il y en a plein. Donc, je me dis juste que, très concrètement, oui, encore une fois, sur le papier, bien sûr, formidable, super. Créant des postes, ouvrant des postes, oui, mais lesquels? Ça dépend un peu du handicap dont on parle. Donc, pour être tout à fait pragmatique, pour moi... il serait plus logique de voir... Enfin, comment dire, la première étape serait, très pragmatiquement, de se dire, voilà les métiers qu'on a aujourd'hui au sein du groupe, et voilà tous ceux, à la limite, je coche tous ceux qui peuvent répondre à tel type de handicap. Donc c'est de se dire, tiens, je sais que l'accueil, les services généraux, je sais que moi, dans mon équipe, par exemple, j'ai des coordinatrices formation, c'est des postes... où typiquement j'ai quelqu'un qui est au 3/5e, ça j'imagine que quelqu'un qui a un handicap de type moteur, ça marche largement. Bon voilà, donc c'est de se dire tiens, je sais quelles sont les situations de handicap qui sont les plus courantes ou qui concernent le plus la réalité de mon groupe et je mets en face les postes qui a priori répondent le mieux à ce cas. Mais encore une fois, comme
le handicap c'est un grand H et que derrière il y a plein de réalités, c'est juste un tout petit peu plus... faudrait quand même bien rentrer dans le détail. Une fois que ça c'est fait, il y a l'idée d'identifier du coup les profils qui matcheraient. Et je rajouterai une dernière chose. Pour moi, ça marche et ça s'organise dans toute équipe, on pourrait l'imaginer. Par contre, je pense qu'il faudrait dans ce cas bien prévoir un peu l'accompagnement des collègues, l'accompagnement des futurs collègues. C'est-à-dire que je pense que tout ce qui s'apparente à la RH, aux services généraux, j'en sais rien, à la limite, on connaît le sujet parce qu'on sait qu'il existe, parce qu'on le touche de près ou de loin, à minima d'un point de vue légal. Donc on sait qu'il existe. En revanche, ce que je me dis, c'est que une assistante administrative du service marketing qui débarque, parce qu'on a créé les conditions favorables pour effectivement recruter dans ce service-là, je pense qu'il faudrait quand même prendre le temps d'accompagner l'équipe qui va l'accueillir pour qu'ils sachent un peu ce qu'ils peuvent lui demander ou pas, qu'ils sachent un peu justement dans quelle mesure ils peuvent lui demander plus de travail ou pas. Enfin voilà, il y aurait une histoire quand même d'accompagnement des équipes. Et c'est faisable, ça c'est pas très compliqué. Je dis juste qu'il faudrait le faire, c'est pas très compliqué. Il faut juste se dire, voilà, bien accompagner les collaborateurs concernés, parce que c'est pas tout de placer la personne, encore faut-il que ça se passe bien, encore faut-il qu'il soit bien accueilli, bien intégré, que les gens sachent quelle est la situation. Et du coup, ça veut dire qu'il faut le dire. C'est-à-dire que je rejoins mon point de départ qui est la communication sur le sujet. Est-ce que toutes les personnes en situation de handicap ont envie de le dire, ont envie que ce soit assumé dans les équipes dans lesquelles ils mettent les pieds? Et ça, gros point d'interrogation. D'accord. Et c'est ce que je disais hier, c'est un peu cette dernière question, elle est un peu provoque, hein, au fond, c'est-à-dire créer des postes, mais comment est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas dans une disposition où on privilégie certains et d'autres pas? C'est un petit peu touchy. Mais est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer, parce qu'une fois de plus, on est dans des cas de personnes qui sont généralement pas très diplômées, donc c'est des personnes en fait qui généralement sont sur des postes très opérationnels, très physiques, etc. Demain la personne elle peut plus, moi j'ai par exemple des personnes qui peuvent plus être réceptionnistes. Du coup demain ils vont devoir changer de métier et je sais pas, faire de l'administratif typiquement. Mais finalement, on se rend compte que quand ces personnes, elles sont dans des métiers de ce type-là, réceptionniste ou technique ou ménage, le seul endroit où on les met, et généralement c'est un petit peu comme des espèces de petits trous finalement où on les place, c'est dans l'administratif ou dans de l'assistanat. Et est-ce qu'à un moment donné, si ces personnes-là, bien entendu, peuvent avoir un intérêt à se lancer là-dedans, est-ce que ça pourrait être possible de faire des métiers entre guillemets évolutifs, c'est-à-dire d'accueillir cette personne dans un service, je sais pas moi, de communication, où justement on mettrait en place un poste qui lui permettrait au fur et à mesure de monter comme ça en compétences et de pouvoir finalement arriver au même niveau ou plus ou moins au même niveau de ses collègues, pouvoir faire les mêmes choses que ses collègues, alors qu'à la base elle n'était pas formée, alors qu'à la base... Quelles seraient les limites d'une idée comme celle-là? Qu'est-ce qui pourrait être faisable et réalisable? Alors là-dessus, moi je dirais, un peu pareil que tout à l'heure, je dirais, je suis même pas sûre que ce soit une filière très différente et spécifique. C'est plutôt les gens qu'on met dedans. C'est-à-dire qu'à la limite, si on se dit que ce qu'on veut faire, c'est, si j'ai bien compris ton point en tout cas, si on se dit que ce qu'on veut faire, c'est permettre à une personne en situation de handicap d'atteindre un poste qui a un niveau de compétence et de niveau de qualification. Exactement, merci. De compétences, de qualification qu'il n'aura pas si on l'aide pas un peu. Moi, je suis prête à créer des parcours comme ça, au même titre que j'en crée déjà aujourd'hui pour passer d'employé à chef de service, etc. Donc à la limite, l'aménager davantage, prévoir un peu plus de temps ou un peu plus de coaching, ça c'est pas très difficile. Donc à la limite, encore une fois, tout dépend de qui j'ai en face de moi, si cette personne est prête à l'assumer et à ce que du coup je mette les moyens en place entre guillemets pour l'accompagner, ça c'est possible. Le point hyper crucial, et là-dessus je reviens aussi sur ce que j'ai dit plus tard,
c'est la même règle pour tout le monde. C'est à un moment l'état d'esprit et le potentiel du collaborateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus inverser le truc en se disant parce qu'il est en situation de handicap, je décide qu'un jour il sera directeur d'un site. Parce que je prends n'importe qui, moi par exemple, si on met tous les moyens pour que je devienne un jour directeur de site, si j'ai pas plus envie que ça, si au final c'est trop compliqué presque physiquement pour moi, on y va ? Monter. Allez. Voilà. Et je finis ma phrase. Je finis ma phrase. Si j'ai pas les compétences même intellectuelles, et ça vaut pour tout le monde, ou je suis pas capable d'absorber la charge de travail, ou j'en sais rien, ou je déteste les maths. Si je déteste les maths et que je suis pas bonne à ça, on fera pas de moi un directeur financier. On fera de moi peut-être effectivement une assistante financière. Je prends un cas très réel. Je pense que je ne pourrais pas, même avec tous les diplômes et tous les accompagnements du monde, je pense que je pourrais jamais être directeur financier. Parce qu'il y aura toujours quand même un candidat plus meilleur que moi. Et donc ça, c'est pas une question le tout, ça serait de pouvoir accompagner finalement ces personnes. J'ai un cas, par exemple, typiquement, ou à risque, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui semble être motivé. Hier, Anna Paula me parlait notamment de bilan de compétences, où on va vraiment pouvoir aller identifier, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne, comment on peut l'aider à évoluer, et voir dans quelle mesure et comment est-ce que cette personne peut s'investir dans un nouveau projet d'évolution professionnelle, et ça peut être intégré dans une démarche où l'entreprise aide cette personne à travers un plan de formation, d'évolution professionnelle, à progresser comme ça pour venir après être implémenté dans des équipes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait... Pour moi, la clé, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Parce que si tu fais pas du sur-mesure, ça devient artificiel. Si on fait des espèces de grands programmes, de machins, de trucs, il faut faire ça, il faut passer par telle case, il faut pas trop robotiser, je pense, la démarche. Parce que sinon, tu perds, et ça vaut à la limite pour tout programme de formation, tu perds le suivi individuel et tu déconnectes trop finalement l'envie que tu as toi d'entreprise de prouver que tu as réussi à faire ça, et le souhait réel et le cas réel du salarié. Donc j'aime bien l'idée du bilan de compétences par exemple, qui justement par nature est une démarche très individuelle. Donc la seule chose qu'on pourrait écrire, c'est l'idée qu'il y aura un parcours individuel. Mais on ne pourrait pas, je pense, le designer complètement dans les grosses masses. Je pense qu'après, ça n'est pertinent et ça n'est efficace que dans la mesure où ça devient un accompagnement individuel. Ok, je pense que sinon, effectivement, ça, c'est un peu bullshit. Sinon, ça devient le truc de la RH qui se fait plaisir, mais au final, il n'y a personne dans le parcours, quoi. Ok.